Donc, bienvenue pour ce deuxième Inside the Doc de la journée. Donc, les trois maisons du Père Rodet. Donc, avec Frédéric Fontes qui va échanger avec notre modérateur, René Boutin. Je vous laisse la parole. Alors, c'est quand même mieux quand le micro fonctionne. Ah, moi, je suis pas musicien. Donc, Malou. Et merci au FIFO de nous inviter. Et puis, on va démarrer avec Fred. Bonjour, Fred. Bonjour. Bonjour. Bonjour René. Ouais. Alors, on va parler déjà un petit peu de la genèse du film qui est assez originale, puisque j'ai entendu dire qu'avec le Covid, finalement, tu as dû rebondir et t'organiser différemment. Donc, tu peux nous raconter un petit peu, d'une part, la genèse du film, comment ce film est venu, comment le réalisateur a choisi de faire ce film, comment ça s'est passé, et d'autre part, comment vous avez rebondi par rapport à toutes ces problématiques qui se posaient avec le Covid, quoi, et donc la manière dont toi tu as travaillé. Alors déjà merci de m'accueillir sur ce plateau. Et la genèse du film, ça a démarré par une rencontre en fait avec le père Rodet, qui est le personnage principal de ce film, et Monsieur Pierre Fournier, qui était ambassadeur de France les années passées au Vanuatu. Donc entre eux, c'est créé un lien d'amitié et de confiance. On va y revenir sur la confiance, quelque chose de très important par rapport au père. Et Pierre a eu l'idée de ce film en fait sur la vie de ce père mariste. Donc il a contacté un ami à lui qui est un réalisateur qui est assez connu dans le monde du FIFO ici en Polynésie, qui s'appelle Philippe Freling. Et donc l'idée de ce film est apparue juste avant l'épidémie de Covid. Quand Philippe a voulu commencer à tourner, ça y est, les frontières étaient fermées. Au Vanuatu, les frontières sont restées fermées presque 2 ans et demi. Et donc il était dans l'impossibilité de venir tourner au Vanuatu. Et c'est là que Pierre Fournier et Philippe sont entrés en contact avec moi pour que je fasse toute la production exécutive, je crois qu'on dit comme ça, Oui. du film sur place. Oui. En fait, on ne peut plus vraiment parler de production exécutive, parce que comme la production exécutive, quand on mène les interviews et puis que sur le terrain, il y a tout ce qui se passe sur le terrain. Le documentaire, on sait qu'on ne choisit pas toujours, on ne sait pas toujours ce qu'on va tourner, il faut être hyper réactif, tout ça, et je comprends à quel point ça a dû être difficile de tourner dans ces conditions, et à quel point tu as dû prendre aussi une place de réalisateur, qu'une bonne partie du film vient aussi de tes choix. Exactement, il a fallu que je m'imprègne beaucoup de ce qu'avait envie de faire Philippe, le réalisateur, et que je comprenne dans quelle direction il voulait aller. Heureusement, on a eu un bon feeling tous les deux, et on a réussi à trouver une bonne ligne en fait, qui nous correspondait un petit peu à tous les deux. Et donc lui me donnait ses directives par rapport à certaines interviews qu'il voulait, certains plans qu'il voulait, mais il me disait tu vas là-bas, tu tournes, il me disait pas de dire je veux un plan d'une personne qui fait ça, une autre qui fait ça. Il me dit tu vas, tu tournes et je te fais confiance. Il y avait vraiment une grosse confiance entre lui et moi, et c'était vraiment bien pour ça. D'autant plus que le sujet, c'était pas lui qui l'avait initié le projet, donc lui il venait aussi sur ce film quelque part. Donc tout à fait. quand on connaît le film, on sait exactement ce qu'on va en faire, on va interviewer, tout ça. Et quand on demande à un réalisateur de réaliser un film et puis qu'il n'est pas là, je comprends que ça devait être difficile pour lui aussi. C'était pas, oui, pour lui aussi, c'était très difficile de ne pas pouvoir être là. Ouais. Il avait toujours envie de venir. On a commencé à tourner assez tôt l'interview du père, parce que il approchait des 90 ans au moment où on a tourné l'interview. Donc il avait quand même sa santé qui commençait à décliner. Après ça, on était dans une sorte d'attente. On espérait que les frontières allaient pouvoir ouvrir, que Philippe puisse venir pour tourner les images qu'il voulait, tout ça, mais ça n'arrivait pas, on n'en voyait pas le bout. Donc à un moment donné, Philippe m'a dit non, mais là, il faut qu'on y aille, il faut qu'on tourne, il faut que tu ailles sur l'île de Malekula, qui est donc une des îles les plus grandes du Vanuatu, dans le village qu'a créé, on peut dire, le père, parce qu'au-delà de son travail de père, de curé, de père mariste, c'était aussi un bâtisseur, un constructeur.
il a construit, comme on voit dans le film, l'église, le presbytère, la maison des sœurs. Ça, c'est pour le côté religieux, mais il y avait aussi, il a construit l'école, la boucherie, un quai pour que les bateaux puissent arriver. Il est parti de rien, il a tout construit, tout ça avec les gens de la base, on les appelle les Big Nambas, ce peuple du nord-ouest de Malekula. Et donc c'était plus... Le père Audet, je parle au passé de lui parce qu'il est décédé l'année dernière. Il est là. Il est là, oui. Il surveille ce que je dis, je pense. J'ai senti. Comment dire, donc c'était plus qu'un, il n'était pas juste venu pour évangéliser le Vanuatu, mais il a vraiment fait beaucoup plus que ça. Oui. C'est ce qui m'a vraiment intéressé dans le film parce que je m'attendais pas du tout à ça en fait. Et puis en fait, si on reprend un petit peu le film, parce qu'en fait, le film, c'est toute la vie du père Audet, donc on sort, c'est bien avant le Vanuatu. On sent déjà quelqu'un avec une âme de pionnier, il a envie de partir, c'est pas un curé comme tous les curés, il est déjà un petit peu exceptionnel. Et puis la manière dont il aborde l'évangile, c'est justement une manière pionnière et de constructeur, comme tu disais tout à l'heure. C'est impressionnant tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a fait, mais c'est aussi l'attitude qu'il a eu avec ces gens. C'est quelqu'un qui a aimé en silence, on peut dire ça comme ça. C'est exactement ça. Il le dit dans le film, il dit si on ne les aime pas, ça sert à rien. Oui. Et c'est vrai. Oui. Et lui, il a totalement embrassé la coutume vanuataise, dans le sens... alors au Vanuatu, on boit beaucoup... je prends l'exemple du kava, qui est quelque chose qui représente bien le Vanuatu et la coutume. C'était un gros buveur de kava jusqu'à la fin de ses jours, à 90-91 ans. Il buvait plus que beaucoup d'entre nous. Ouais. Donc c'est une preuve, je pense, de respect et de cet amour qu'il avait envers la coutume vanuataise. Ça aussi, et surtout son œuvre principale au Vanuatu, c'est qu'il a réussi à récupérer, à sauver énormément d'objets coutumiers. Son rêve qu'il a réalisé était de créer un musée avec tous ces objets qu'il a réussi à sauver, parce qu'il voyait ces objets partir en Europe, en Amérique, par des acheteurs un peu scrupuleux, on va dire. Et donc il interceptait plus ou moins ces objets-là, il les récupérait, il les sauvait, il voulait que ça reste au Vanuatu pour les générations futures. Et je pense que c'est son œuvre majeure au Vanuatu. Le film s'appelle Les Trois Maisons du Père Audet pour l'église, sa première maison. Ensuite, on parle du Nakamal, la maison des hommes, la maison traditionnelle. Il avait son Nakamal donc, dans ce village à Onmet, au Vanuatu. Il avait son Nakamal où il accueillait les gens du village. Il buvait le kava de manière traditionnelle. Et sa troisième maison, donc son musée, à Port Vila, qui s'appelle Utlalo, qui est malheureusement fermé temporairement depuis son décès, mais dès qu'il ouvre, c'est quelque chose que je conseille vraiment à tous les voyageurs de venir voir au Vanuatu. C'est exceptionnel, tous ces objets qu'on peut y voir. Donc voilà, il était partagé entre ces trois maisons, l'église, le Nakamal et le musée. C'était vraiment un homme exceptionnel. Oui. On le voit bien, c'est bien montré dans le film. Hein. Et donc, toi qui l'as connu hors champ, le père Audet, hein, et donc qui a évangélisé qui Alors, on en parlait l'autre jour, c'est vrai que c'est assez drôle que les trois personnes qui ont beaucoup œuvré sur ce film, qui sont donc Pierre Fournier, Philippe Freling et moi, je connais malheureusement pas la monteuse et l'ingé son, donc je ne peux pas parler pour eux. Mais nous trois, nous ne sommes pas croyants, encore moins pratiquants donc de la religion catholique dans ce cas-là. Mais ça n'a pas été un problème pour le père Audet. C'était quelqu'un de très inclusif qui pour lui, c'était... il voyait les humains avant de voir il s'intéressait pas tellement à notre... Il m'a jamais demandé si j'étais croyant. Oui. Et j'ai assisté à des messes qu'il a données pour le film ou autre, et c'était pas une
c'était pas sa préoccupation, pas du tout. Mais je me suis un petit peu mal exprimé dans ma question. Je voulais savoir si c'était lui qui avait été, c'était les gens du Vanuatu qui avaient évangélisé le père Godet ou le père Godet qui avait évangélisé le Vanuatu. Ça a été un échange, clairement. Ah oui, Et je pense que au Vanuatu, le terme d'échange est toujours présent. On prend autant qu'on donne et c'est une des bases, l'échange, je pense, comme je le ressens en tout cas, de la société vanuataise. Oui. Ouais. Donc, et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film, c'est qu'à travers l'histoire du père Godet, en fait, on traverse aussi tous les conflits de la colonisation et aussi tous les conflits de l'Église. Et on voit bien que le père Godet, en fait, il avait une vision assez singulière de l'évangélisation. Il était plus porté sur l'humain, sur les gens, que, enfin, c'est une question, hein, et la parole coutumière et la parole des esprits a été extrêmement respectée. C'est pas quelqu'un qui avait, en général, l'Église, la première chose qu'ils arrivaient dans le Pacifique, c'était de détruire un petit peu toutes les sculptures et puis de mettre en place l'Évangile avec le regard bien européen. Et là, c'est pas du tout le cas, quoi. Non, le père Audet, lui, était toujours, avant de faire quoi que ce soit dans les villages, là où il a œuvré, il demandait toujours l'autorisation du chef du village, du chef coutumier, avant de construire, avant d'occuper un terrain pour planter des cocos. Et tout ce qu'il faisait, c'était pour la communauté, pour le village. Donc, je me suis un peu perdu dans ta question. Non, mais moi aussi, parce que je t'écoutais. Non, c'était la relation que le père Godet, il avait. Enfin, je ne sais pas si c'est spécifique au Marist, si c'est singulier aux frères maristes, mais la relation qu'il avait avec les populations, elle se limitait pas à l'évangélisation suivant un regard européen. Non, pas du tout. Alors, je ne me prononcerai pas par rapport au père mariste. Je connaissais malheureusement pas assez bien leur histoire pour savoir. Mais le père Audet, donc la coutume vanuataise est basée sur ces esprits qui sont partout au Vanuatu. Et le père Audet y croyait, croyait en ces esprits. Donc, alors je ne sais pas si c'était une singularité au sein des pères maristes, si c'était particulier ou pas, mais lui, en tout cas, en tant que personne, il croyait aux esprits coutumiers des îles. Oui. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que donc là, le sujet du film, un petit peu, c'est justement ce musée, hein, c'est aboutir à ce musée, et le paradoxe, c'est que c'est un curé qui les a collectionnés et faire en sorte pour les garder pour les populations, qui voulait les transmettre aux populations. Et ça, c'est un discours qu'on retrouve nulle part, dans aucun endroit dans le Pacifique, puisque la première chose qu'il faisait, c'était d'enlever tous ces esprits. Ah oui, pour le père Audet, ça n'a pas du tout été. Il a vraiment travaillé main dans la main avec les chefs et la coutume du Vanuatu. J'ai trouvé qu'il était extrêmement contemporain dans sa relation avec les gens du Vanuatu. Et, oui, je confirme. Ouais. Et donc, le père Godet a été un bâtisseur. Il est resté que sur cet endroit de l'île ou... Alors, là où il a vraiment pu exprimer ses talents de bâtisseur, c'était vraiment à Onmet, donc ce village de Malekula. Avant ça, il a fait quelques années, une grosse dizaine d'années sur l'île de Santo, à la Procure, donc un peu un centre catholique. Puis après, il a été muté sur l'île de Malekula dans un autre village, Vao, de très peu de temps. Et là, il est allé à Onmet pour plusieurs années. C'est là où vraiment il a eu son plus gros travail de constructeur, de construction là-bas. Ensuite, au bout de quelques années, il a été rappelé au diocèse, je crois, à Port-Vila. Et là, c'est où il a fini ses jours pendant une grosse trentaine d'années. Ouais. Oui. Ouais. Et ce que je voulais dire, c'est que les habitants d'Unmet, du village à Malekula, ont un énorme... J'ai entendu aucune personne dans ce village ou des gens qui sont issus de ce village à Port-Vila dire du mal du père Audet.
j'ai jamais entendu quelque chose de négatif par rapport à lui. Il y a vraiment un énorme respect de ces gens sur son œuvre dans ce village. Et j'ai eu la chance d'assister à une cérémonie coutumière où le village, la paroisse de Hounmet et les chefs coutumiers ont demandé au père Rodet, donc ils ont fait une coutume pour lui demander quand il meurt qu'il revienne en fait au village. Et donc le père Rodet, donc il y avait deux coutumes, il y avait celle-là et pour aussi se faire pardonner de ce qu'il avait subi pendant l'indépendance du Vanuatu, où là il avait été affiché comme un Français anti-indépendance alors qu'il n'était pas du tout politisé. Et donc il a fait de la prison, c'est raconté un petit peu dans le film. Et donc voilà, il a accepté donc d'être enterré à Hounmet, au village. J'ai eu la chance de le suivre dans ce dernier voyage, jusqu'à sa dernière demeure. Donc il est maintenant enterré. Il est maintenant enterré dans. On se pose la question quand on voit le film. C'est pas précisé parce qu'on a eu la chance de pouvoir lui montrer le film 5 jours avant qu'il décède. C'était vraiment un moment très, très émouvant. Et on ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il décède juste après. Il était en relative forme. Physiquement, c'est sûr, il était fatigué, mais jusqu'au bout, il avait toute sa tête. Il était vraiment très clairvoyant. Et voilà, ça a été une surprise. Comme tout bâtisseur, il avait envie de finir sa dernière mission, qui était le film. C'est son dernier. Oui, je pense qu'il était très heureux de voir ce film et de voir que ce qu'il laissait, c'était quelque chose qui lui ressemblait, quelque chose de bienveillant. Il n'y a pas de critique dans le film sur qui que ce soit, et ni sur quelque institution qu'elle soit. Et je pense qu'il était content de voir que ce film reflétait bien, je pense, l'image de sa vie. Donc on voit très bien avec la richesse de la vie du père Godet. Le film il épouse toute l'histoire du Vanuatu contemporaine, puisque à un moment donné c'est presque un alibi pour parler de la politique de l'indépendance du Vanuatu, et puis qu'il y a tous les personnages assez importants du Vanuatu qui ont bien répondu à toutes les questions. Donc est-ce que c'était une volonté aussi d'illustrer politiquement le Vanuatu d'aujourd'hui, ou c'était juste simplement lié par le fait qu'il avait été emprisonné? Non, je pense que Philippe, quand il a écrit le film, il y avait cette dimension historique contemporaine du Vanuatu, de parler, parce qu'au final c'est lié, on peut difficilement parler de l'histoire du Vanuatu contemporain sans parler de l'indépendance, parce que c'est tout frais, c'est juste bientôt 43 ans maintenant. Et forcément, les gens qui étaient là à cette époque, dont le père Rodet, leur histoire est liée à l'indépendance du Vanuatu. Donc, dans son cas, comme je disais, il a été fiché anti-indépendance. Et la belle histoire, c'est qu'il a été sorti de prison donc, par un des indépendantistes, c'est Thierry Ganvanu, que j'ai eu la chance d'interviewer pour ce film. Il y a une autre personne très importante, c'est le Chief Justice, j'oublie le terme en français, du Vanuatu, le juge de la Cour suprême, je crois. Le juge de la Cour suprême. Qui a accepté d'être interviewé. C'est quelqu'un qui ne donne jamais d'interview, mais c'est une personne qui est issue du village, qui a créé le père Rodet, donc il a tenu à témoigner par respect, encore une fois. Il nous a dit, si c'était pas pour le père Rodet, j'aurais refusé, mais pour le père Rodet, je viens faire cette interview. Oui, on sent vraiment dans toutes les interviews des horizons complètement différents, tout l'amour et le respect que le peuple vanuatu a pour le père Rodet. Oui. C'est encore une fois, oui, comme j'ai dit, presque tout le monde, même à Port-Vila, connaît le père Rodet, au moins de nom. Et personne n'a de choses négatives à dire. C'était quelqu'un de très... en tout cas, le temps où je l'ai connu, moi, ces dernières années, c'était quelqu'un de très introverti, j'ai envie de dire, qui n'était pas très expansif. Par exemple, pour un autre projet qu'on a avec mon ami Marcel, qui parle aussi de l'indépendance, on a voulu l'interviewer, il a gentiment refusé, mais pas parce qu'il
pas parce qu'il avait rien à dire, ça c'était aussi un de ses credos, c'est non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte, j'ai rien à dire, mais enfin monsieur, vous êtes là depuis 1960. Mais non, je pense qu'il y avait cette humilité, cette grande humilité qui faisait que c'était quelqu'un d'assez difficile à percer et puis de gagner sa confiance aussi. Moi j'ai fait beaucoup de recherches d'archives dans ses affaires personnelles, dans son bureau, et ça a été un travail de quelques jours, on va dire, pour qu'il me laisse totale liberté à fouiller un petit peu dans ses affaires. Il y avait des milliers de photos, j'ai passé une grosse semaine des journées complètes à passer des milliers de photos pour le film. C'était ouais, donc c'est une part importante aussi qui rend le film très juste et très attrayant. C'était toutes ces archives qu'il peut y avoir, hein. Il y a beaucoup d'archives. Oui. Mais donc toutes ces archives, elles étaient chez lui aussi. Donc c'est aussi un collectionneur quelque part. Les archives photos sont issues la plupart sont issues de celles que j'ai trouvées dans son bureau. Les archives vidéo sont issues de l'INA. De l'INA. Philippe Freling, le réalisateur, est on va dire un spécialiste du film archive. Il fait ça très bien. Moi, je suis impressionné. J'ai été impressionné des archives qu'il a trouvées sur l'indépendance, parce que j'ai un travail aussi que j'ai fait, mais il a trouvé des documents. Je fais waouh, c'est un autre niveau dans la recherche d'archives. Non, il fait ça très bien, Philippe, je trouve. Ouais. Et les images de son enfance, du père Audet, et donc ça, elles viennent d'où? Alors, Philippe a pu aller dans sa maison familiale, dans la Bresse, il me semble, qui est dans la Bresse. Il parle du nom de son village. Oui, c'est dans la Bresse. Ouais, je me souviens plus non plus, là, ça m'échappe le nom du village, mais c'est dans la Bresse. Donc, il a pu rencontrer la sœur du père Audet, qui est plus âgée que lui, qui est toujours vivante, je crois. Et donc, la famille a pu lui donner des images, des photos d'avant qu'ils partent pour les nouvelles hybrides à l'époque. Et donc, c'est assez exceptionnel aussi d'avoir ces images. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent l'importance de ce personnage pour avoir conservé toutes ces pièces qui sont des pièces pratiquement toutes exceptionnelles. Et dans quel état est le musée? Dans quel état, comment fonctionne le musée aujourd'hui? Il y a beaucoup de visiteurs, ça marche bien? Alors, le musée est géré par une fondation, la fondation Mutlalo. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Je pense que je ne vais pas en parler, parce que la situation est compliquée. Mais auparavant, voilà, c'était surtout le père Audet qui ouvrait les portes du musée, qui faisait les visites tant que sa santé le lui permettait. Après, il a formé des personnes. Ça a été un long travail parce que je parlais de confiance et voilà, il fallait vraiment gagner sa confiance. Mais c'était ouvert au public. Et c'était principalement lui qui accueillait les gens pour parler de... Et oui, les objets sont très très bien conservés et c'est une collection exceptionnelle. Oui, on sent bien le père Audet, quelqu'un de très humble, hein, beaucoup d'humilité, mais c'est aussi, on sent aussi que c'est quelqu'un qui est fermé parce qu'il fait confiance à l'action plus qu'aux paroles. Hein, exactement. C'était un homme d'action. Voilà, oui, c'est ça. Exactement. Okay. Et donc, vous avez des questions dans le public? En tout cas, c'est un film qu'il faut voir absolument, pour ceux qui ne connaissent pas le Vanuatu, et ceux qui connaissent le Vanuatu aussi, parce que moi, j'ai appris beaucoup de choses. En tout cas, j'étais vraiment très, très agréablement surpris par les belles images d'archives qu'il y a dans ce film. Ouais, je voulais aussi saluer le travail, encore une fois, de Philippe par rapport à ce qu'il dit sur l'indépendance du Vanuatu. C'est très juste. Il n'y a pas de... Bon, je me permets de dire ça parce que ça fait plus de 3 ans maintenant que je travaille, que j'étudie l'indépendance du Vanuatu pour un projet de documentaire que je suis en train de préparer. Et Philippe, ça a été un travail qu'on a fait un petit peu ensemble, où je lui ai parlé de l'indépendance aussi. Il s'est bien documenté aussi. Et il n'est pas tombé dans le piège de la facilité pour parler de cette indépendance-là qui n'était pas aussi facile que ce qui s'est laissé entendre. Et donc oui, le message qu'il transmet par rapport à l'indépendance du Vanuatu dans ce film-là est très juste. Voilà, je tenais à le souligner. Oui, je sens aussi, moi, en le voyant de l'extérieur, le message il est très très sobre. Hein, il est pas
Il n'est pas partisan. Ouais, il n'est pas du tout partisan. Ouais. Il est très factuel. Il parle de l'indépendance avec beaucoup de simplicité et de justesse aussi. Tout à fait. C'est Est-ce qu'il y a encore sur place des, des successeurs un peu du Père Audet? Est-ce qu'il y a encore des religieux français sur place au Vanuatu ou est-ce qu'il n'y en a plus? Alors, donc déjà, j'en profite pour, tant que je te vois, Wallace, Philippe, te salue. Donc voilà. Et bonne question. Je pense que, voilà, il y en a un. Monsieur Guillaume Josso qui est là est plus apte que moi à y répondre. Alors oui, il y a des successeurs. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. Après, c'est toute une communauté. Il n'y a plus qu'un père mariste à Port-Vila, quelqu'un qui est très très âgé et pas en très bonne santé. Mais autour, il y a toute une communauté et l'église qui se trouve juste à proximité et qui n'est pas une église mariste à proprement parler, mais qui est dans la sphère d'influence parce qu'elle est sur les terres des pères maristes, continue à faire vivre cet héritage. Donc l'héritage, il va rester, même si les pères disparaissent, et ils vont disparaître. Il y a des communautés, pas seulement à Port-Vila d'ailleurs, à Santo, à Port-Olry, il y a des communautés, et tout ça, c'est un héritage qui reste. À Malikolo, je pense que la mémoire du Père Audet, elle est visible et elle est inscrite dans la géographie même du territoire. Donc les hommes ne sont plus là, mais leur œuvre perdure, entre guillemets. Mais est-ce qu'il y a des pères maristes Nivanuatu? Il me semble que oui, mais ça c'est une Oui, vraie colle. je crois, oui. Je crois. Et dans cette île, dans l'île de Oumel, est-ce qu'il y a, ouais. Non, dans le petit village où il a construit cette église, tout ça, est-ce qu'il y a un prêtre, un père mariste qui est là? Alors, je ne sais pas si c'est un père mariste, en tout cas c'est catholique. Oui. Mais oui, ce sont des Nivanes, oui, qui prêchent, Donc l'église les est partie catéchistes. dans ça, ouais. Alors, de mémoire, il y a un curé qui tourne dans plusieurs villages. Les catéchistes, en absence de curé, font l'office du dimanche et les autres offices. Ouais. Mais ce ne sont plus des prêtres ou des curés français ou blancs, c'est vraiment des locaux, des Nivanes, des Mélanésiens. Réintervenir de nouveau d'abord pour saluer le travail qui a été fait parce que c'est important de témoigner de ces hommes souvent qui s'implantent dans la discrétion, qui donnent beaucoup. La population peut critiquer, etc. Mais c'est très important de leur donner une image, une visibilité, quoi. Après, j'avais une question sur les objets, le musée en fait. Parce qu'il se trouve qu'il n'y a pas trop loin, donc, ce qui a été amassé aussi par le musée imaginaire de Pilioko et de Michutushkin. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de rassembler un peu tout ça pour un musée du Vanuatu? Je ne sais pas comment, pour essayer de... Voilà, je sais que ça dépasse un peu ton travail, mais on peut se poser la question de l'extérieur. Parce que je dis, là, il y a une richesse du patrimoine Vanuatu qui a été amassé là, et chez Pilioko et Michutushkin également. Je ne sais pas ce que ça devient, le musée de Pilioko et Michutushkin. Et les objets qui sont dedans, là aussi, voilà, c'est ce genre d'interrogation, quoi. Alors, concernant le musée dont tu parles, je ne peux pas trop en parler parce que je ne le connais pas. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller encore. Concernant le musée du Père Audet, le Hutlalo, comme je disais, la situation est compliquée pour des histoires de quoi appartient à qui depuis son décès. Et je peux pas trop en parler aujourd'hui parce que c'est pas réglé et parce que voilà, il faut laisser les choses se faire avec le temps qu'elles ont besoin dont les choses ont besoin pour se faire. Pour l'instant, c'est encore en discussion et en stand-by. Voilà. Si je peux me permettre, sur la question, parce que je suis Guillaume Josso, conseiller culturel à l'ambassade de France au Vanuatu, et on est très intéressé par ces fondations. Il y a aujourd'hui trois fondations qui sont chacune, pour des raisons différentes, dans des situations extrêmement compliquées,
Et je pense qu'on est vraiment dans une situation de patrimoine en péril. La difficulté qu'on a tous, c'est la difficulté. Il n'y a pas de mécanisme de financement comme on peut avoir pour du patrimoine qui serait confronté à une situation de péril liée à une situation politique. Là, on est juste dans une situation où il n'y a pas de financement et il y a un désintérêt d'un peu tout le monde. Je rêve d'un ministère de la Culture qui rassemblerait toutes ces fondations qui sont confrontées à la même situation. Tout ça, bien entendu, pourrait et devrait être sous la tutelle du VKS. En réalité, on a déjà une institution, mais voilà, on est le VKS, pour préciser, c'est le centre culturel du Vanuatu. Qui est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Mais aujourd'hui, en fait, tout ça est vous voyez bien l'espèce de millefeuille administratif qui fait que c'est extrêmement compliqué de mobiliser des acteurs et donc des financements pour essayer de s'intéresser à ces institutions. Et comme en plus, il y en a beaucoup, enfin, il y en a 3 qui sont vraiment importantes et qui sont en danger. Donc Utlalo, Pilioko et la 3e je ne vais pas la mentionner parce que c'est peut-être pas aussi visible que ça, mais il y en a bien 3 et mon espoir c'est que ce documentaire soit pas seulement un témoignage, que ce documentaire il permette justement d'attirer l'attention sur ce bâtiment, sur cette collection. Et c'est un outil de propagande phénoménal quand on cherche des financements pour essayer de sauver la Fondation Utlalo. Donc voilà. Ben voilà, donc on est content pour plusieurs raisons. Hein. Déjà que le documentaire a une fonction, hein, donc il ne faut surtout pas s'en passer. Hein. Il faut faire des documentaires. Et donc ce que je voulais dire, c'était que oui, à travers ce documentaire, ce qui, comme le disait aussi Wallace tout à l'heure, c'est que ces personnages c'est à travers des personnages, à travers des vies singulières comme ça, que notre regard il change. Hein. Notre regard il change sur le Vanuatu, hein, il nous change sur les missionnaires. Et puis on voit que derrière toutes ces actions, il y a des humains et qui en fait des choses extraordinaires comme ça dans l'ombre, et que c'est peut-être aussi le temps et le moment de les mettre en valeur parce que ça nous valorise, ça nous réconforte, et puis en tout cas ça donne l'occasion de faire des beaux documentaires. Merci. Merci. Et merci au FIFO de donner voix aussi à notre pas si petit pays. Merci. Voilà. Merci. À vous. Et merci du coup à Frédéric.